Donc, je m'appelle Ottone Scamacca et je suis pédologue et géographe. Avant, à l'UMR Prodigue à l'IRD, actuellement, effectivement, à l'Institut du Rien du Tout. C'est en transition contractuelle, la recherche, c'est un métier précaire. Bonjour. Attends. Et, euh, et donc, je suis ici particulièrement pour vous présenter un peu à grandes lignes les thématiques de recherche que je mène, qui portent globalement sur l'intégration des ressources du sol et du sous-sol dans les dynamiques d'aménagement du territoire, à travers différents projets ou activités complémentaires. Effectivement, parmi celles-ci, on pourrait faire un autre jour, Nicolas, si tu veux, un autre séminaire sur la diversité de sol de Guyane. C'est avec grand plaisir, hein. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais dans le sens que ça fait partie. Donc, effectivement, ça pourrait se faire. Et là, c'était plus pour vous montrer un peu le cadre conceptuel et méthodologique qu'on essaie de tester, notamment en Guyane. Et donc, voilà. Donc, globalement, disons que mes activités de recherche portent de façon très large sur les interactions qui existent entre le milieu et le développement des sociétés humaines, et avec un focus particulier donc sur les sols et les sous-sols. Donc, quand je parle de sols et sous-sols, même si quand même, mais je m'intéresse vraiment à tout ce qui est zone critique et d'interface entre vivant et non-vivant, avec un focus aussi sur non-vivant, et d'échange d'énergie et de matière. Une zone de redistribution de matière, ce qui est très important notamment pour les milieux d'altération en Guyane, donc en zone intertropicale, parce que parfois on ne sait pas, la latérite c'est un sol, c'est pas un sol, c'est une roche, c'est pas une roche. Donc on sait que la latérite, elle est composée d'une partie liée à la roche et une partie où on redistribue la matière initiale qui est liée plutôt au développement d'un sol, et donc aussi des objets qui varient dans le temps et dans l'espace. Mais je reviendrai sur ça un peu plus plus tard. Donc, globalement, je me suis intéressé à cette question à travers deux postulats principaux. Et c'est sur cette petite présentation, j'aimerais bien vous parler de ces deux postulats pour un peu parcourir l'évolution de ces activités, de ces thématiques de recherche. La première, c'est l'exploitation minière et l'enjeu d'aménagement territorial plutôt qu'un simple objet industriel isolé. Donc, ça peut paraître complètement loin de ce dont on vient de parler, mais pour moi, c'est assez important parce que disons que c'était ma porte d'entrée en Guyane déjà quand j'ai fait ma thèse, donc qui était liée à l'évaluation des risques territoriaux liés à l'exploitation minière et notamment sur le milieu. Donc l'interaction milieu sous-sol et sol et société humaine, moi je l'envisage d'un point de vue aussi d'usage de ce sol et de ce sous-sol, des besoins qui sont liés à ces activités, enfin à ces milieux, pardon, et des intérêts ou des valeurs potentielles que ces milieux peuvent avoir, des fonctions potentielles que ces milieux peuvent avoir. Donc, par rapport à cet aspect-là, je sais que c'est peut-être des thématiques qui sont un peu plus lointaines par rapport aux activités de l'Emericofog, mais peut-être beaucoup aussi l'intérêt de ça, justement. Et donc, l'idée, c'est justement. Normal, ça. Ah oui, c'est toi, ok, pardon. Et donc, voilà, l'idée, c'est effectivement de dire le sous-sol euh, est très lié au développement sociétal et en tout cas à la construction sociétale et territoriale de la Guyane. Donc, il y avait une thèse il y a très longtemps qui disait le granit vote à gauche, le calcaire vote à droite, hein, ou à l'inverse, je ne me souviens plus. Mais l'idée, c'était juste de montrer qu'effectivement, en fonction du milieu où tu développes un territoire donné, effectivement, tu peux avoir quand même une influence, même si indirecte soit-elle, en tout cas, sur des facteurs qui sont socio-économiques et culturels. Donc voilà, en tout cas, il y a une interdépendance très forte. Et en Guyane, on le voit de façon très importante parce que globalement, effectivement, les paysages humains de Guyane étaient extrêmement influencés quand même par les sous-sols et notamment par l'or et par l'exploitation de l'or de façon historique. Donc à partir des premières, ah, pardon. À partir des premières, ah, ok, j'avais cliqué ça, pardon. Donc à partir de premières, donc de la création de premiers villages, etc. Donc on a globalement une construction sociale qui était très très liée à l'emplacement, la localisation de ces activités. Donc ça, c'est un article de 2021 qui est très intéressant parce que justement, il montre un peu les corrélations entre le développement humain et l'exploitation minière en Guyane. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, déjà d'un point de vue géologique en Guyane, la plupart des gisements aurifères, on va les trouver dans des formations de roches qu'on appelle des ceintures de roches vertes, donc c'est là et là. Et en fait, disons que c'est des formations c'est des formations sédimentaires métamorphisées et volcaniques métamorphisées.
où on a eu la plupart des gisements aurifères. Donc après, le gisement aurifère, on peut le trouver, que ce soit primaire ou alluvial, dans les cours d'eau ou dans les cailloux. Mais globalement, en tout cas, c'est dans ces deux bandes-là qu'on retrouve la plupart des gisements. Et donc, effectivement, c'est dans ces bandes-là qui vont conditionner beaucoup la création de beaucoup de villages miniers. Comme on voit, il y en a vraiment beaucoup. Et qui finalement vont comment être intégrés à des premiers plans cadastraux d'aménagement territorial, notamment dans le cadre de l'aménagement minier, qui devient de plus en plus diversifié en termes de techniques aussi, parce que là, par exemple, on commence à exploiter aussi les cours d'eau et à travers des techniques alluviales et à travers ce qu'on appelle des dragues minières, qui sont interdites aujourd'hui en Guyane, mais qui sont toujours actives de temps en temps au Suriname. Vous les voyez sur le Maroni, je ne sais pas si vous avez déjà descendu ou remonté le Maroni, parfois de temps en temps à droite ou à gauche, vous allez voir des grosses barges avec des dragues qui servaient à gratter les sédiments des cours d'eau, mais aussi du coup des plans cadastraux qui finalement sont assez dynamiques et suivent globalement ce qui est le cours de l'or. Parce qu'il y a bien la différence entre ça et ça sur 30 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on a un schéma départemental d'orientation minière qui est critiqué et critiquable, mais j'ai rien dit. Enfin, en tout cas, voilà, en tout cas, c'est un objet scientifique qui peut changer dans le temps, et voilà. Mais globalement, ça, c'était juste pour montrer qu'effectivement, il y a rien de nouveau, mais c'est globalement, c'est de montrer l'importance du sous-sol, pardon, sur la construction territoriale de la Guyane, sur l'aménagement des espaces, sur comment on a structuré un territoire entier et les personnes qui avaient dedans. Ça impliquait aussi, bien évidemment, des dynamiques extraterritoriales avec des flux migratoires qui ont été aussi liés à l'exploitation minière. Un exemple aussi, par exemple, dans les années fin 1800, enfin, avant les premières découvertes des premiers gisements en 1830-50, il y avait du développement agronomique agricole pardon, assez important dans certaines zones, notamment Mana, où la mer Javoué, effectivement, avait commencé à développer pas mal de zones pour exploiter du manioc, etc., etc. Et en fait, qui était aussi favorisé à l'époque par la présence de l'esclavage qui crée de la main-d'œuvre. Dès qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, dès qu'il y a eu les premiers relevés de l'or, bah, la plupart de la main-d'œuvre, elle est partie vers l'or, en fait. Là, pareil, ça a été pour Guisembourg, qui a disparu il y a 40-50 ans. Donc, c'est quelque chose qui a énormément changé le visage de la Guyane, à travers aussi des flux migratoires et démographiques extérieurs, donc, mais aussi, de l'autre côté, à travers aussi un développement d'art et métiers qui était très fort et très lié à la mine et qui n'existe plus. En tout cas, qui existe encore dans les archives quand il y a quelqu'un qui le cherche, ou dans des coins reculés et cachés en forêt quand on trouve des machins et des trucs un peu en train de rouiller. Donc, tout ça, c'était juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'exploitation minière est un enjeu d'aménagement territorial. Et donc, comme tel, il faudrait le traiter. Et c'est pour ça que dans le cadre de ma thèse, et là, j'irai vraiment rapidement parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation non plus, c'était vraiment de traiter cet objet industriel bah, comme un enjeu d'aménagement. Donc, de prendre mon objet mine, l'intégrer dans une dimension technique opérationnelle qui est propre à la mine, donc connaître ses spécificités, mais aussi l'emplacement de ces activités dans un contexte social et environnemental particulier et en cohabitation avec d'autres activités, d'ailleurs minières, agricoles, etc., etc. Donc, et ça, pendant tout le phasage de l'exploitation minière. Donc, je me suis intéressé notamment, comme je vous disais, pendant la thèse en Guyane, à des activités légales, donc des activités légales qui s'intéressent à l'or dans les cours d'eau, donc c'est ce qu'on appelle des exploitations secondaires, ou l'or dans... oui, enfin, pardon, il y a Saint-Élie mais donc l'or aussi dans des zones plutôt altérées ou plus dures de la roche, donc c'est ce qu'on appelle des gisements primaires. Et aussi, il y a des activités illégales ou informelles, bon, qui ont moins fait partie de mon travail de thèse, pour le coup, mais j'ai suivi après. Donc, on voit comment on peut intégrer tous ces éléments et leur diversité, parce que l'artisanal n'est pas égal à une industrielle, etc. Comment on peut intégrer tout ça dans l'aménagement du territoire. Et pour faire ça, on s'est intéressé vraiment à l'aménagement minier, à évaluer en fait des stratégies d'aménagement territorial sur la base des risques positifs. Donc, quand on parle de risque, on parle d'un changement d'état par rapport à des objectifs donnés. Donc, un risque, ça peut être négatif ou positif. Je ne parle pas de l'impact, je parle de l'impact avec sa probabilité d'occurrence. Et donc, pour faire ça, on s'est intéressé donc à un système mine, donc où on reprend tous mes exploitations et chaque type d'exploitation, je lui donne plein, j'ai des projets types, je donne plein de paramètres techniques hyper importants que je vais utiliser pour faire mes quantifications. Et après, mon système territoire,
qui est représenté par plein de variables écologiques, pédologiques, géologiques, qui vont me donner ce qui est son indice de vulnérabilité territoriale ou de résilience. Voilà. Et après, bon, sans rentrer dans les détails, l'objectif de cette étude, là, c'est calé sur le bassin versant de la Mana, c'est de me dire, moi, je suis l'aménageur. Je dis que par rapport à tel objectif, j'ai créé 5 scénarios où je mets une grande mine là, ou plusieurs mines moyennes par-ci, ou des dizaines de petites mines par-là, où je fais un truc mixte, ou alors j'interdis le paillage légal tout court, enfin, l'exploitation minière légale, donc bah, il y aura probablement que l'illégal qui va se développer. Sur la base de certains risques, quel est le meilleur scénario? Donc voilà, nous on a simulé un risque, c'était un risque lié aux défaillances des barrages ou des choses comme ça. Et comme ça, on a des scores, en sachant que c'est un processus qui va retracer tous les différents calculs qui ont été faits. Donc, c'est pas, on n'a pas juste une carte avec des chiffres, on a tout un outil qui nous permet d'avoir étape par étape. Alors, ça, comme je vous disais, c'est vraiment un travail qui m'a fait un peu rentrer en Guyane en 2010, qui m'a fait entrer même en Guyane en 2017 et qui s'intéressait à un usage particulier du sous-sol. Bon, je divaguais un peu trop là-dessus et je ne voulais pas non plus trop faire un focus sur la mine, mais c'était juste pour vous montrer un peu le suivi logique qu'il y a eu. Comme je vous disais aujourd'hui, je ne suis pas forcément en train de vous montrer le milieu de la Guyane par-ci, par-là. C'est que je suis en train d'essayer de mettre en avant, c'est des propositions d'approche scientifique qu'on est en train de développer avec d'autres collègues et qu'on teste sur la Guyane pour la première fois et qui d'ailleurs sont testés pour la première fois tout court. Donc, l'idée, c'était d'abord, on regarde le lien qui est entre le sous-sol, le sol et les sociétés humaines, à travers un usage. Dans le cas de la Guyane, c'était l'exploitation minière. Mais le problème, c'est qu'effectivement, cette vision, cette approche limite quand même mon territoire à une seule vision du sous-sol, c'est-à-dire un usage purement extractif. La Guyane, c'est égal à l'or. Et souvent, malheureusement, enfin, on entend tout le temps qu'on parle de Guyane, on parle de l'exploitation minière, on parle, il y a un orpailleur illégal qui est décédé par-ci, il y a un orpailleur illégal qui a tué un autre par-là, il y a le mercure qui fait ci, qui fait ça, ce qui ne veut pas dire que c'est pas important, bien évidemment. Mais par contre, ça relègue la richesse géologique de la Guyane à un seul élément, l'or, et à un seul usage, l'extraction minière. Donc, l'objectif de mon parcours successivement a été celui de se dire, bah, l'exploitation minière n'est qu'une des façons de gérer et de valoriser les sous-sols et les sols. Voilà. Pour faire ça, disons, l'objectif était d'avoir un double changement de paradigme qu'on essaie de faire coller à plein de projets de recherche pour essayer d'enlever le mot géoressources, mais pas pour une question idéologique, juste pour dire que quand on parle de géoressources, on s'intéresse, c'est long, différentes définitions. Bon, je n'ai pas pris le petit Robert, mais vous me pardonnerez. C'est ressources minérales utilisables dans l'industrie. Donc, la ressource, globalement, s'exprime par sa viabilité et ça reste un objet géologique. Donc, l'idée, c'est de parler, enfin, de sortir d'une vision monodisciplinaire et aller au concept de géodiversité, on a commencé déjà beaucoup dont on a commencé déjà beaucoup à parler dans plein d'initiatives, y compris avec Suzanne Ponce, que j'ai vu tout à l'heure en ligne, je ne sais pas si c'est toujours en ligne, pour le nouveau numéro du MAG de la Fondation de l'Université de Guyane, où on a dédié un numéro entier à la géodiversité de Guyane. Donc, penser géodiversité, ça veut dire donc s'intéresser à la variabilité géologique, paléontologique, minéralogique, géomorphologique, pédologique, hydrologique d'un milieu et de son organisation dans le paysage. Donc, c'est un concept qui à la fois est apparu au même temps que le concept de géodiversité, mais qui a eu un écho beaucoup moins fort, parce que si la pression politique sur ce concept était beaucoup moins forte par rapport à la biodiversité, en tout cas à l'époque, et qui donc permet d'avoir un regard beaucoup plus pluridisciplinaire et holistique sur mon milieu, sur mon paysage. Ce qui n'empêche pas justement de voir aussi les liens qui existent entre la géodiversité et la biodiversité. Donc la géodiversité comme support et niche, zone de niche pour la biodiversité, soit-elle animale ou végétale. Donc pour faire ça, globalement, ce qu'on a dit, c'est que la géodiversité, c'est la variabilité de... Bon, tous les carrés, là, c'est juste la géodiversité, c'est quoi? Une évaluation, enfin, c'est la variabilité de plein de facteurs, plein d'éléments dans une zone donnée. Donc, si je veux évaluer la géodiversité d'un lieu, un indice de géodiversité, je vais m'intéresser à toutes ces entités différentes et je vais voir combien elles changent, donc en termes d'abondance, de richesse, etc.
Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a fait en 2022 une première cartographie de la géodiversité, une première évaluation cartographiée de l'indice de géodiversité de Guyane, en mélangeant des données différentes, donc la diversité lithologique, la diversité minérale, la diversité hydrologique, etc. On a pris ça uniquement comme entité de nature différente dans une grille donnée. Donc, chaque grille, c'est 10 km². Là aussi, c'est sujet de discussion, hein. Et ce qui est sujet de discussion aussi, c'est quels paramètres on prend en compte. Est-ce que là, on s'intéresse par exemple au type de caillou, ou on s'intéresse à la couleur du caillou, ou on s'intéresse au type de fracture dans cette zone donnée. Là aussi, les paramètres qu'on peut prendre en compte pour chaque entité sont extrêmement variés. Donc, il y a beaucoup d'études qui essayent de paramétrer tout ça. Mais globalement, c'est des études en cours d'évolution maintenant. Et donc, nous, on s'intéressait tout simplement à de l'abondance et de la richesse dans chaque arrêt. Et ce qu'on obtient finalement, si on arrive à voir ça, c'est une carte de l'indice de géodiversité de Guyane. Qu'est-ce que ça nous dit, cet indice de géodiversité de Guyane? Après, ça, c'est un autre problème. Dans le sens que finalement, ce qu'on fait là, c'est en cartographie plein de choses d'entités différentes dans une zone donnée. Et donc, franchement, enfin, au moins, c'est la réaction que j'ai eue moi quand je l'ai fait. J'ai dit, OK, c'est intéressant, mais à quoi ça sert? Ça montre qu'on a un territoire diversifié. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes critères de diversification qu'on applique à la biodiversité, à la géologie, ou au sous-sol et au sol? Donc, effectivement, ce travail a montré déjà que oui, d'un point de vue scientifique et intéressant, ce qui est intéressant, c'est que les zones les plus biodiverses de Guyane, c'est notamment une bande littorale au nord et une bande au milieu, qui d'ailleurs, si vous vous souvenez, ça reprend un peu la même ceinture de roches vertes qu'on voyait tout à l'heure, mais qui globalement, ça dépend. Déjà, ici, on a beaucoup plus de biodiversité pour une simple raison. Déjà, c'est qu'ici, on est dans des zones de contact entre le socle cristallin de Guyane et la plaine côtière récente. Enfin, la plaine côtière, pardon, récente et ancienne. Donc, c'est une zone de contact. Et deuxièmement, ce qui est beaucoup plus important, c'est que tout cela dépend énormément, bien évidemment, de la qualité des cartographies qu'on utilise en amont, de leur précision, de leurs données, en sachant qu'ici, pour la pédo, par exemple, la seule carte qui porte sur la Guyane, c'est une carte qui est au 1 500 000 de Blancano des années 70. Pas forcément très précis. Il y a 4 patates de sol sur un territoire qui est quand même un quatrième, un cinquième d'hexagone. C'est pas forcément suffisant. Donc, il y a un problème de données, il y a un problème de données, il y a un problème de disponibilité de la donnée. Ah, d'ailleurs, on n'a pas intégré la pédologie pour cette raison. On l'a mis à jour. Celui-là, c'est celui mis à jour, hein. Ça, c'est l'image d'un article en 2022 et ça, en vrai, c'est en 2024. J'ai triché, mais là, c'est mis à jour avec la pédo. Mais à cette échelle grossière. Et donc, il y a un problème quand même de données. Aussi, le fait qu'il y a certaines données qui n'ont pas été, par exemple, la diversité minérale, c'est les occurrences minéralogiques de tel élément dans telle zone. C'est pas du tout exhaustif parce que parfois, c'est des prospections faites par des exploitants miniers qui s'intéressent à tel élément ou à tel élément. Donc, on n'a pas vraiment la palette et l'éventail des substances qu'on pourrait vraiment trouver peut-être parfois. Donc, il y a un biais fort dans les données qui est important de mettre en avant. Et après, un deuxième élément, donc il y a cette question de la donnée qui donc reste un enjeu d'aménagement du territoire. Le manque de données est un enjeu fort d'aménagement. Et un deuxième élément, c'est que, encore une fois, ici, on caractérise une richesse, une diversité, mais pourquoi faire? Donc finalement, on s'est rendu compte que peut-être, d'un point de vue d'aménagement du territoire, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est avoir un regard plutôt fonctionnel de cette diversité. C'est-à-dire à quoi ça me sert d'avoir cette diversité ou à quoi le sous-sol me sert, pas est-ce qu'il est différent ou pas. Est-ce qu'on peut avoir des zones où on a comment on peut dire, une monotonie géologique, par exemple, mais qui sont très utiles parce que ça, je sais pas, ça stocke beaucoup d'eau, etc. Ou des zones très hétérogènes géologiquement, mais qui n'ont pas grand intérêt d'un point de vue d'utilité, entre guillemets, et qui l'ont uniquement, par contre, même pas d'un point de vue culturel et scientifique, je veux dire. Donc, pour faire ça, du coup, tout d'abord, pour la question de la donnée, ce qu'on essaie de faire, c'est au moins sur le côté pédo en Guyane, on essaie de monter des projets, notamment avec Gaël, avec qui j'étais tout à l'heure, enfin, qui vise notamment à créer une base de données pour harmoniser toutes les données pédo de Guyane. Et il y en a des données pédo parce que sur les bases de données nationales documentaires, on recense 120 documents. Nous, on en a déjà recensé au moins 700. Et le premier document, ça m'a fait marrer, ça c'est de 1788. Pardon, 88, 88 ou 89. Et c'est un document historique, bon, pas très précis, mais voilà, ils avaient une révolution à faire à l'époque. C'était un document qui portait sur les sols des terres basses de Guyane.
Donc, c'était assez intéressant. Effectivement, il y a une richesse énorme sur la connaissance de sol de Guyane qui en perd, qu'on ne sait pas du tout valoriser et qui est extrêmement urgente aujourd'hui et pour les chercheurs et pour les aménageurs du territoire. Donc, ça, c'était un peu une première action par rapport à la question du manque de données pédo. Et la deuxième chose, c'est, comme je vous disais, il faudrait plutôt aller vers une dimension plutôt fonctionnelle de la géodiversité. Donc là, effectivement, ce qu'on essaie de faire, c'est de... Donc, on a dit géoressources, on n'y parle plus. On parle biodiversité et on parle aussi ce qu'on appelle géofonctionnalité. Je vous avoue que c'est un mot qui m'est un peu venu comme ça n'a pas forcément... Enfin, on peut le discuter. Enfin, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est juste de s'intéresser plutôt à l'ensemble des contributions que la géodiversité fournit au socio-écosystème. Et donc, on passe vraiment d'une vision monodisciplinaire où on dit bah, le sous-sol, c'est un objet géologique qu'on exploite pour sa viabilité économique. Un, OK, bah, c'est pas le sous-sol, c'est la géodiversité, il y a des interactions complexes, etc., etc. Un, OK, bah, la géodiversité a plein d'applications qui peuvent être la mine, oui, mais aussi d'autres choses d'intérêt scientifique, l'eau, la production de biomasse ou de produits agricoles, ou grimper, je grimpe sur un caillou, enfin, en tout cas, des activités récréatives, etc., etc. Et donc, comment on peut quantifier donc voilà, disons que réfléchir à une fonctionnalité, ça veut dire donc, comme je vous disais, s'intéresser à notre milieu comme un ensemble d'interactions entre la géodiversité et la biodiversité, avec des propriétés, des processus propres, qui ont certaines fonctions, qui peuvent se transformer en services écosystémiques, on reviendra là-dessus plus tard, lorsqu'ils répondent à des besoins individuels et collectifs, et qui, à leur fois, se traduisent par des actions, des stratégies d'aménagement et de destination des espaces qui peuvent impliquer donc la conservation, l'exploitation, la transformation ou la destruction de mon milieu, tout en créant comme ça des boucles de rétroaction au fur et à mesure. Ouais, c'est bon, comme ça. Et donc, mince, pardon. Donc, on part de services, bon, il y a un spoil. On parle de services écosystémiques. Donc, effectivement, je reviendrai plus tard sur ça. Mais si on ne veut pas parler de services écosystémiques, parlons de fonctions et après on verra qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'est la différence, etc. Mais là, c'est juste pour dire, si on pense uniquement à la Guyane, effectivement, la géodiversité de Guyane est la source d'une très grande multitude de fonctions, de services écosystémiques. C'est deux choses différentes. Mais parlons de services. Donc, deux services écosystémiques. Et on peut distinguer souvent des services d'approvisionnement. Donc, dans ce cas-là, on peut s'imaginer, par exemple, l'approvisionnement de matières premières. On parlait de l'or, mais on peut parler aussi de tout ce qui est matériaux de construction. Voilà, il y a une photo de la thèse de Lily qui a été soutenue il n'y a pas trop longtemps, enfin, il y a la semaine dernière. Non, en novembre, pardon. Donc, je lui ai demandé la permission. Non, la semaine dernière, c'était le Café des Sciences, pardon. Donc, avec des briques, donc ça nourrit aussi la recherche, ou avec des sables blancs ou des morceaux de latérite qui sont utilisés pour produire des parpaings, c'est ça? C'est les parpaings, ça s'appelle parpaings. Ok, des parpaings ou d'autres briques, etc. Là, c'est par exemple dans l'Ouest guyanais. Les services d'approvisionnement, ça veut dire aussi approvisionner l'eau. Là, c'est une coupe biologique d'un rapport du Bergem il y a quelque temps du massif du Mahuri, donc où il y a le Rorota de l'Oyola Cayenne, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est considéré un grand château d'eau naturel parce qu'effectivement, il présente une géologie avec un horizon fissuré particulièrement dense qui permet vraiment d'infiltrer dans la roche altrée jusqu'à une zone bah, qui fait réservoir parce que du coup, elle est imperméable. Et là, c'est, disons, qu'il y a une capacité de stockage d'eau très, très importante et qui est exploité pour ça d'ailleurs. À des services de régulation, donc de régulation des processus écologiques et pas que. Là, je pensais plutôt à un projet qu'on est en train de mener sur la cartographie des zones humides dans les DROM. Chaque DROM a un milieu. Mais donc l'idée, justement, c'est d'identifier les zones humides à partir de critères pédologiques et botaniques. Donc là aussi, si on pense au sol des zones humides, on les reconnaît généralement par des taches hydromorphiques qui ici sont particulièrement prononcées et c'est pas le cas, enfin c'est pas le cas d'école, quoi. Enfin, voilà. Et en tout cas, ils peuvent fournir de nombreux services écosystémiques, y compris aussi en termes de développement forestier. Donc voilà, quand on parle de services régulation, on parle beaucoup de ça aussi. On parle aussi, comme je vous disais tout à l'heure, au lien qui existe entre biodiversité et géodiversité. J'aime beaucoup en Guyane, en fait, il y a un exemple pour moi, un exemple majeur, c'est l'île du Grand Connétable. Parce qu'effectivement, on a une île, un pain de sucre, donc qui était comme ça avant, enfin, quand elle n'était pas trop impactée, où il y avait une réserve d'oiseaux. Les oiseaux avaient permis de créer des gisements de phosphate à travers leurs guano.
Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Enfin, les Américains sont venus en fin 1800, on dit bah, on exploite le phosphate parce qu'il y a le boom de fertilisation aux États-Unis. Du coup, ils ont transformé l'île en ce qu'elle est aujourd'hui. Les oiseaux qu'il y avait avant et qui étaient très encouragés enfin, leur zone de niche était due à la géomorphologie de l'île, ont disparu, ont été tués. Il n'y a qu'une partie qui est revenue, plus d'autres espèces. Donc, on a une zone, une réserve avec des oiseaux. La présence de la biodiversité favorise la modification géochimique de mon fond de l'île. Nous, êtres humains, on dit bah, c'est utile, on l'exploite, on modifie la géomorphologie, la biodiversité disparaît, après réapparaît et se réadapte à cette morphologie avec de nouvelles espèces. Donc pour moi, le Grand Connétable, c'est vraiment un exemple très intéressant pour voir un peu les interactions entre géodiversité, biodiversité et géodiversité anthropisée d'une certaine manière. Donc, et c'est, à mon avis, un exemple à creuser beaucoup plus. Un autre exemple aussi, pardon, d'ailleurs, pardon, pour la même raison, pardon, pour la même raison, d'ailleurs, l'île du Garcon-Étable, c'est aussi une île qui a un intérêt culturel très fort et historique très fort, parce que c'est quand même une ancienne carrière qui a été exploitée beaucoup en 40 ans. Et les Américains, ils faisaient venir la main-d'œuvre depuis les États-Unis, pas de Guyane. Tantôt était le grand intérêt qu'ils avaient pour cette île. Et donc là, ça introduit un peu les services culturels dont je voulais vous parler, donc des services que la géodiversité peut approvisionner en termes d'activités récréatives, intérêts historiques, culturels, pédagogiques, etc. Un exemple, c'est la pointe Buzaret, qui représente quand même, avec le littoral rocheux jusqu'à ici, les plus vieilles roches de Guyane. On est à plus de 2 milliards,2 d'années. Euh, donc voilà, donc c'est quand même une zone qui fait partie du littoral guyanais qui a un intérêt majeur. Donc on l'a recensé dans l'inventaire du patrimoine géologique de Guyane parmi les sites les plus importants, effectivement, avec des affleurements magnifiques qui témoignent. Là, c'est une dolérite, donc c'est des infiltrations de basalte pendant des événements magmatiques et volcaniques il y a un petit moment. Et surtout, ça témoigne de l'ouverture de l'océan Atlantique. Donc ça, c'est des dates qui ont 200 millions d'années. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à la mise en place de, de- de la pointe elle-même. Mais c'était un peu les derniers témoins de l'ouverture de l'océan Atlantique. Donc c'est vraiment des signes qui ont un intérêt même scientifique, extrêmement fort. Là, bah, Sabrina, je pense qu'Arnaud t'a parlé souvent de la pointe Buzaret. Tu vois pas le poster tout le temps? Non, jamais. Et aussi des intérêts historiques très importants. Là, on avait fait ce collage dans le cadre, avec les cartes postales d'Arnaud aussi, mais ça, je l'ai moins, celle-là, hein, sur un travail sur la pointe Buzaret, justement. La pointe Buzaret, c'est aussi la zone, je ne sais pas si vous savez où elle est à Cayenne, si vous la DGTM, à côté, entre Pasteur et la DGTM. Et en fait, à Cayenne, bah, c'est aussi la zone où on a construit le centre pénitentiaire de Cayenne, qui est là. Enfin, là, c'était en construction. Et en faisant un mur de fondation de protection contre la mer, qui d'ailleurs existe toujours, parce qu'aujourd'hui, il y a la DGTM à la place, et il existe toujours le mur. Et ils ont construit ce centre pénitentiaire, dont pas beaucoup de gens sont en connaissance, en vrai, en exploitant la pointe Buzaret comme carrière. On trouve encore des baramines là-dedans. Donc voilà, là aussi, c'est un intérêt quand même très important. Là aussi, on peut rajouter même un autre intérêt, un intérêt scientifique, parce que c'est un des seuls points en Guyane où on peut voir vraiment bien les dynamiques de vie, évolution et mort des mangroves. Donc, quand je suis arrivé en 2017, je me suis dit, bah, il était comme ça, justement. Et là, enfin voilà, donc c'est une typicité guyanaise quand même. Là, on pourrait parler avec les collègues de l'IRD ou du CNRS qui diront aussi que des dynamiques côtières aussi fortes, on ne les voit pas tout le temps. Bah, ces genres d'affleurements sont un des points qui peut permettre de les voir. Service culturel, ça veut dire tourisme, activité récréative. Donc là, bon, pas besoin en tout cas, mais on peut s'imaginer les différentes formes d'Inselberg qu'on trouve en Guyane, entre le Mamilipan et aussi tous les intérêts historiques qui y a associés, donc avec tout ce qui est histoire des sociétés précolombiennes, etc. Les Inselberg un peu plus timides, mais toujours beaux quand on tient dessus, de la Savane Roche Virginie. Des intérêts aussi pédagogiques. Là, c'est des affleurements que je montre aux étudiants parce qu'ils sont typiques pour moi de certains cas d'études que vous ne pas forcément là. Ça, c'est d'ailleurs, c'est pas loin de Paracou. C'est juste avant, au PK 97. Et ça, c'était route de l'Est, donc où on voit vraiment bien le développement et la différenciation du profil latéritique. Donc, ces intérêts pédagogiques aussi ont une valeur. Et aussi, bah là, je pensais, bah, tiens, on parlait d'Arnaud, du paresseux géant qui a été trouvé, je ne sais pas si vous avez su l'histoire, en octobre 2022, vers Marie-Passoulin. En fait, il y avait des grimpeurs qui étaient en train de creuser leur berge avec des lance-moniteurs. Ah, il y a un os, j'espère que c'est pas humain. Donc, on appelle les autorités. Finalement, ils se sont rendus compte que
la variabilité géologique et pédologique de la zone faisait qu'il y avait une zone qui était très hydromorphe, qui l'hydromorphie et milieu anoxique dit aussi bah, ralentissement de certains organismes pour la dégradation de certaines matières organiques. Et donc, on avait réussi à préserver certaines zones certains morceaux de paresseux, je pense que c'était l'épaule et la mâchoire, un truc comme ça. Et après, on a découvert que c'était un paresseux de 6 mètres qui a vécu ici il y a 12 000 ans. Et voilà. Et c'était je pense que c'était la première fois qu'on trouvait ça en Guyane. Et c'est pas un truc qu'on trouve couramment non plus. Donc voilà, ça aussi fait partie des contributions que la géodiversité peut porter aux sociétés humaines. Donc là, on vient à la définition de service écosystémique. Là, je réutilise une définition qu'on a actualisée dans le cadre d'un projet européen où on parle des contributions directes et indirectes de l'écosystème sur le bien-être humain. Donc, c'est une définition qui a été appliquée aussi déjà à la diversité. Là, il n'y a rien de nouveau. Le problème, c'est que quand on s'intéresse aux services dits abiotiques, déjà, le sol, c'est quoi? C'est abiotique ou c'est biotique? C'est les deux. C'est les deux. Et il n'y a pas encore de classification formalisée qui prenne en compte vraiment des spécificités des sols dans l'approvisionnement de services. Et encore moins du non-vivant tout court, comme la géologie ou le sous-sol, parce que là, on les considère comme des services annexes selon les classifications existantes. Donc, il y a pas mal de gens qui ont essayé de s'intéresser aux services liés à la géodiversité, mais il n'y a jamais eu de quantification. Il y a toujours eu ouais, cette zone, on trouve ça, ça et ça, bah, avec les photos que je vous ai montrées. Donc, il y a plus une description et une évaluation qualitative que vraiment de la quantification. Et c'est pour ça que nous avons essayé de adapter à partir de l'existant un petit cadre pour essayer d'évaluer quantitativement les services écosystémiques liés à la géodiversité. Pour faire ça, donc, nous avons repris, bon, c'est un peu le même schéma que vous avez vu tout à l'heure. Ce qui nous intéressait ici, c'est déjà de faire une distinction entre fonction et service. Le service est une fonction s'il y a un bénéfice pour qui? Bah, pour la société humaine. Oui, c'est une notion anthropocentrée, on peut la critiquer et tout, mais c'est une des façons de quantifier ces contributions. C'est pas la façon, hein. Là, je vous propose une option. Et après, c'est qu'on fait, c'est on différencie entre service potentiel, c'est que le milieu m'offre, et service actuel, c'est que j'utilise du milieu. Donc, entre les deux, pour moi, il y a déjà une décision humaine de gestion ou d'usage. Donc là, il y a un input humain, ou par exemple, bah, on verra plus tard, mais en tout cas, qui implique déjà une utilisation, en sachant que même la conservation en soi, c'est une utilisation. Je conserve quelque chose parce que j'en profite d'une autre manière. Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Si j'écris, n'hésitez pas parce que je m'entends pas d'une oreille. Donc, j'ai une otite qui me tue. Donc, voilà. Donc, comment quantifier ces services? Ben, il y a plusieurs méthodes directes. Donc, on va sur le terrain, on fait des analyses, des mesures analytiques, etc., etc. Mais globalement, parmi les plus répandues, vu les applications territoriales de ces méthodes, de ces approches, c'est utiliser des indicateurs. Après, les données brutes, là, c'est nos discours. Est-ce qu'on va sur le terrain, on va au labo, on utilise des proxys, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est que justement, les indicateurs, on l'applique à ce qu'on appelle le modèle cascade des services, qui est un modèle conceptuel qui justement distingue entre propriété, fonction, service, bénéfice, comme on disait tout à l'heure. Donc, la propriété me dit qu'est-ce que c'est la biodiversité dans ce cas-là, ou qu'est-ce que c'est mon milieu. Les fonctions, c'est qu'est-ce que mon milieu, ou que ma biodiversité fait. Les services, c'est qu'est-ce que ma biodiversité fait pour les sociétés humaines. Et les bénéfices, bon, bah, c'est qu'est-ce que j'en tire globalement. Donc, ce qui est important, c'est que quand on fait l'évaluation de ces services, et ça, c'est une erreur qui arrive tout le temps, même au sein de projets qui sont censés éviter censés donner des cadres pour éviter de faire des erreurs. Et l'objectif, c'est de choisir des méthodes d'évaluation par des indicateurs qui se collent bien à ce genre de modèle conceptuel. C'est-à-dire, mon indicateur est une variable représentative d'une entité donnée, d'une réalité donnée. Il faut que mon indicateur soit adapté à cette réalité. Par exemple, si je m'intéresse à qu'est-ce que c'est la géodiversité, par exemple, si on prend si on part toujours de géodiversité, on s'intéresse à la géomorphologie, bah, le degré de la pente, ça peut être un indicateur qui va me dire les propriétés de ma géodiversité. C'est un exemple tout basique, hein, c'est même nul, parce qu'en vrai, ce n'est pas forcément l'indicateur le plus beau du monde. Si je m'intéresse par contre à ce que fait la géodiversité, on peut s'intéresser par exemple à mon indicateur quantité de matériaux non érodés, que je peux estimer en simplifiant par exemple mon déterminant, donc ma propriété de base, ma donnée de base, qui est le degré de pente. Si je m'intéresse au service, je vais m'intéresser aux quantités de matériaux non érodés en amont d'une zone habitée, et c'est là mon bénéfice.
Et, enfin, pardon, c'est là oui, c'est le bénéfice, mais surtout que je peux exprimer en valeur monétaire ou pas, par exemple, d'infrastructures non endommagées. Donc, moi, personnellement, dans mes études, je m'intéresse à ce lien-là. Pas économiste, mais je trouve que c'est quand même un élément qui est important si c'est quelque chose qui doit être opérationnalisé dans l'aménagement. Pas que je suis d'accord forcément, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être monétarisées, et il y a beaucoup d'ailleurs d'approches qui essaient de monétariser les services sans y arriver. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'appliquer ce cadre à la Guyane. Donc, on a distingué des services potentiels et des services réels. Donc, approvisionnement de matières premières au niveau de carrière, approvisionnement d'eau de surface, approvisionnement d'eau souterraine, régulation d'habitat naturel, contrôle des inondations et activités récréatives. On a utilisé des proxys pour chaque évaluation. Donc, ça, c'est l'évaluation finale des services potentiels avec les zones noires où le service est plus haut. Donc, on a adapté les données que je ne vous montre pas ici parce que sinon, il faut que je parle trop. Et donc, après, si vous avez intérêt, je pourrais vous spécifier ça. Et on a fait la même chose avec des services réels. Ce qui est intéressant de l'approche réelle potentielle, c'est que ça nous permet d'avoir des cartes d'écart. C'est-à-dire qu'on peut arriver à cartographier des zones où, bah, des zones, par exemple, surutilisées ou sous-utilisées en fonction de mon service offert. Là aussi, c'est rien de, comment on peut dire, de pertinent à être pris en considération pour l'aménagement aujourd'hui, pas le résultat, mais l'approche méthodologique, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet de, effectivement, de voir, enfin, à mon avis en tout cas, de voir des zones qui sont sous-exploitées, des zones qui sont surexploitées par rapport aux potentialités du milieu. Et donc là, c'était juste un exemple, par exemple, pour tout ce qui est, ça c'était approvisionnement d'eau de surface. Comme données initiale, on a pris la qualité chimique des eaux selon le fils de l'eau. Donc, c'était vraiment basique, hein. On a essayé de quantifier ça et de voir les zones de meilleure qualité comme les plus aptes à fournir ce service. Et pour le service réel, comme on avait dit, c'est dont on profite maintenant, donc il y a un input humain. Et de là, c'est juste les indicateurs, les points de captage d'eau potable. Donc, selon cette méthodologie-là, on pourrait s'imaginer effectivement qu'il y a, bah, il est où là? Il est là, bah, une grosse sous-utilisation du service. Donc, après, ce qui est intéressant, comme je vous disais, qu'une fois qu'on a tous ces services-là, on peut bah, les agréger de façon différente et avoir une carte de géofonctionnalité, donc, potentielle ou réelle. Hein, c'est potentiel, par exemple. Donc, une carte multiservice, d'une certaine manière, qui me permet d'agréger toute l'info et que je peux utiliser pour faire des scénarisations. Par exemple, OK, là, je vais intégrer mes évaluations dans l'aménagement. Par exemple, je me dis, à la CTG, pour 2020, veut que Kourou devienne telle zone ou qu'à Kourou, il y ait, je sais pas, le lac bah, devienne une zone, un centre commercial ou le centre commercial devienne un lac, j'en sais rien, voilà. Et donc, de dire bah, comment l'intensité de mon usage du sol va impacter sur ces services, sur cette biodiversité. Là, on avait pris le SAR de 2016 pour faire un exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mélangeant les deux, ça nous permet d'avoir des cartes de points chauds et de points froids où on peut mettre en évidence des zones, pardon, des zones très géofonctionnelles et très menacées à la fois, ou des zones très peu fonctionnelles et très peu menacées. Donc, c'est vraiment dans ce type de réflexion qu'on mène ces recherches pour essayer de mobiliser approche géoscientifique qui, en vrai, est très géographique, c'est très transdisciplinaire pour développer des idées des outils de support, des approches en support à l'aménagement qui prennent en compte de ça. Parce que franchement, vous parlez de Palaiseau justement à l'INARE. Moi, j'étais agroparisTech il y a longtemps et j'ai vécu le déménagement à Palaiseau. Et quand j'ai vu à Palaiseau, d'ailleurs, déjà, Palaiseau, c'est parmi les sols les plus fertiles d'Île-de-France. C'était les zones agricoles les plus proches de Paris. C'était déjà une grosse. C'était assez tendu déjà pour qu'une école d'agronomie qui s'intéresse au sol bouge dans des sols, en défonçant des sols parmi les plus fertiles en Île-de-France. Donc, moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont eu beaucoup de mal à ça. Et en plus, quand j'ai vu les aménagements, il y avait des corridors écologiques et franchement, dans les panneaux, il y avait écrit, quand on s'intéressait à la partie biodiversité et sous-sol, qui est quand même important dans la régulation de l'habitat naturel, là, on a mis des cailloux. Mais cité, là, on a mis des cailloux. Il y avait écrit comme ça, lesquels, d'où, pourquoi, etc. On ne sait pas. Donc, je ne dis pas que ce que je fais, c'est une vengeance à ça. Je dis juste que l'objectif, c'est effectivement de montrer beaucoup plus l'importance des sols et des sous-sols dans l'aménagement.
Donc, pour finir, donc, comme je vous disais, l'objectif de ces approches, c'est vraiment de sortir d'une vision monodisciplinaire et monofonctionnelle du territoire, mais aussi des sols et des sous-sols, qui peuvent fournir un large éventail de services, dont on a cité quelques-uns en Guyane, donc, et qui peuvent faire partie du développement territorial, donc culturel, socio-économique, écologique d'un territoire donné, y compris de la Guyane dans ce cas-là. Bon, après, d'un point de vue méthodologique, il y a quand même encore des limites et des choses à faire, d'où l'intérêt, à mon avis, de ce genre de thématiques pour tester de nouvelles méthodologies, des indicateurs, des défis taxonomiques très, très forts, notamment pour la géode de Guyane qui change de nom tous les ans, et d'harmonisation avec Gaël. Et enfin, ce que je disais juste, c'est d'un point de vue opérationnel, l'idée, c'est vraiment de montrer ce que le milieu offre, ce qu'on utilise pour guider justement les usages et essayer de adapter. Moi, j'aimais beaucoup. C'est un chercheur qui est décédé il n'y a pas trop longtemps, italien, qui a créé la Société des territorialistes, la Société des territorialistes. Et en fait, il parlait de métabolisme socio-écologique et j'aimais beaucoup ça parce que justement, il se mettait bien sur des démarches d'adaptation entre usage et potentialité du milieu. Et je trouvais ça qui, à mon avis, est bien au-delà de la philosophie, c'était bien plus appliqué que ça. Et je trouvais ça assez intéressant donc, dans ce genre de démarche. Et pour finir, juste pour que vous soyez au courant, sur la Guyane, il y a ces genres de réflexions qui ont été formalisées aussi dans un projet dans le cadre du PEPR sous-sol bien commun. Donc, on a fait un projet avec d'autres collègues qui s'appelle Goyave, donc, et qui s'intéresse justement à cette vision plutôt, ce regard plutôt géodiversité et géofonctionnalité sur les sous-sols guyanais. Voilà. Et pour sortir enfin de la mine uniquement, la mine, c'est l'or, c'est l'or, c'est l'or. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et s'il y a des questions, voilà. Salut Automne et merci pour l'exposé. Bon là, moi, j'ai une question pour commencer qui est très technico-technique là. En fait, quand tu fais tes cartes de géodiversité ou de géofonctionnalité, tu dis t'agrèges, mais en fait, est-ce que tu peux nous en dire plus comment t'agrèges? Parce que t'agrèges un peu des choux, des carottes et voilà, des concombres. Oui. Du coup, c'est quoi la technique du tas pour dire j'ai 8 cartes, j'en fais qu'une, quel poids je donne à quoi? En fait, comment ça se passe en fait? En fait, bah merci. Effectivement, je vais pas détailler ça parce que ça aurait été très long et très chiant, je pense aussi pour certains. Et j'avoue que j'aurais dû mettre en vrai des slides à la fin pour montrer ça mieux. Mais globalement, l'idée, c'est que ce qui est la géodiversité, comme on disait, c'est vraiment enfin, on compte des entités de nature taxonomiquement différentes. Genre là, j'ai un schiste, là, j'ai un machin, là, j'ai pour l'hydro, par exemple, bah, c'est qu'on n'a pas de taxonomie. Là, on était en train de réfléchir avec des collègues. Bah, on n'a pas de taxonomie sur l'hydro pour dire, enfin, on a des classifications scientifiquement valables, mais on n'a pas de taxonomie formelle sur le type d'hydro. Est-ce que on peut s'intéresser par exemple, on peut mettre des cours d'eau d'ordre australaire différents. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Mais donc l'idée, c'est chaque entité a un référentiel de variabilité. Par exemple, dans la géole, ça peut être la taxonomie. Dans l'hydro, ça peut être le stralaire, comme on disait. Dans la géomorphologie, il y a les paysages de Stéphane Guité qui a fait il n'y a pas trop longtemps, qui met une résolution à l'échelle du paysage globalement. Mais on peut s'intéresser aussi au MNT et prendre les pentes ou le modèle géomorphon qui définit huit types de relief. Donc chaque entité a son système taxonomique de référence ou pseudo-taxonomique, si on veut dire. C'est que je fais moi quand je fais la classification, je prends la donnée brute, je superpose ma grille et après je compte l'abondance de la diversité de ces types. Ça, c'est pour la géodiversité, hein. La diversité de ces types d'éléments sur chaque grille. En enlevant aussi les erreurs de contact ou des choses comme ça. Et après, j'harmonise tout ça en score, en fait. Mais c'est un peu la grande limite de la géo. Mais par contre, voilà, quelle valeur moi je prends quelle valeur de classification je prends, ça c'est mon choix. Effectivement, au lieu de prendre le type de géol, j'aurais pu prendre, comme je disais, la couleur ou sédimentaire, magmatique, métamorphique, enfin, par exemple. Je- Et pour la géofonctionnalité ou après là, tes cartes potentielles réelles, comment ça se passe l'agrégation en fait? Bah, pour la géomorphodiversité, pardon, j'ai trop de géo. Pour la géofonctionnalité, c'est un peu différent parce que là, du coup, pour les services, on a vraiment des indicateurs qui essaient de produire, par exemple, les indicateurs qu'on a de services réels, c'est des indicateurs
qui ne prend pas en compte forcément parfois directement des paramètres géol, entre guillemets, enfin, ou géodiversité, mais c'est plus des indicateurs d'infrastructure presque, parfois, pas tout le temps. En tout cas, ce qui se fait, c'est que là aussi, on prend des valeurs, après, on crée nous-mêmes des algorithmes ou des méthodes, des approches empiriques pour évaluer chaque indicateur, parce que ça n'existe pas en fait. Et après, on agrège l'agrégation, ça peut être une moyenne, une somme, peu importe. Là, on essaie plusieurs approches. Par contre, il y a une grosse partie de collègues qui travaillent sur ces questions-là qui s'intéressent justement à créer des modèles ou des approches pour orienter vers les meilleurs choix. Par exemple, il y a une étude assez intéressante juste d'une personne qui étudie quels sont les meilleurs grains spatiaux, enfin les meilleures échelles de grille à choisir en fonction de l'application donnée. Et je trouve que c'est ces genres presque de cookbook, entre guillemets, dont on aurait besoin pour ce genre d'évaluation. Voilà. Oui, allô. Du coup, moi, un peu pour continuer sur la question de Stéphane, c'est donc après ta géodiversité, il y a la géodiversité fonctionnelle. Et après, est-ce que tu fais des analyses pour quantifier euh, la variation de chacun de tes différents aspects de la géodiversité qui va le plus influencer la variation des Des usages, par espèces exemple, des d'analyse de fonctions? sensibilité, des choses comme ça. Bah, parce que j'imagine que dans les différentes couches que tu as mis dans la géodiversité, toutes les couches n'auront pas le même impact. C'est clair. Donc, est-ce que tu as analysé ou c'est de quantifier les impacts de chacune de ces différentes couches que tu as Non, mis mais dans surtout, la... ce qu'on pourrait faire, c'est, comme je disais, c'est vraiment un terrain assez fertile là-dessus, parce qu'il y a plein de questions. C'est encore pas assez banal qu'on applique déjà dans les sciences écologiques, hein, mais et d'ailleurs, d'où les applications sur la géodiversité tirent beaucoup de choses. Il y a des gens qui, par exemple, évaluent la géodiversité sur la base d'indices de Shannon. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a fait qualitativement, donc de façon descriptive ou d'observation dans le premier article, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument effectivement prouver pour dire, ah bah là, je sais que c'est, sur ma carte de géodiversité, par exemple, je sais que c'est ma, ma géomorphodiversité, enfin la géomorphologie qui importe le plus, qui influence le plus. Mais à mon avis, ça a un sens encore majeur quand on a des données de base harmonisées et compatibles avec elles-mêmes. Et, enfin, avec le moins de biais possible. D'autres questions dans la salle? Ici? Non? Et dans la salle virtuelle, Jean-Christ, tu as pensé un peu? C'est juste C'est une Jean-Christophe. remarque par rapport au travail de Stéphane, enfin de guider toute la bande là sur les habitats. Globalement, il y a, en termes de géodiversité, la carte que tu présentes, elle est assez proche des cartes sorties d'habitats forestiers qui reposent globalement sur les mêmes variables, non? Je vois bon, il y a l'approche géomorphologie, hydro, relief, etc. Elles sont quasiment superposées, non? Pas vraiment superposé. Par contre, la géomorphodiversité, en ce moment-là, vu qu'on ne pouvait pas trop traiter encore le MNT parce qu'à partir du CRTM, ce n'était pas très précis, bon, on a décidé de se baser pour l'indice de géomorphodiversité dans la première carte, donc carte géodiversité, pas encore les services, de se baser sur les paysages géomorphologiques de Stéphane. C'est lui qui avait fait en 2013 et qui après a été repris pour faire la base carto des habitats de 2015, effectivement. Donc peut-être c'est ça aussi qui a influencé beaucoup. Et comme D'accord. effectivement tu disais aussi, il faudrait faire des analyses de sensibilité ou de corrélation pour voir ça. Et ouais, moi j'ai une question là, justement pour continuer là sur les travaux de Stéphane et de toute la bande là, comme dit Jean-Christ. En fait, là je suis assez surpris quand je t'entends parler, mais bon, finalement pas tant que ça. Parce que tu vas être mieux au courant que moi, mais grosso modo, sur les sols, je crois que ce travail à l'échelle de la Guyane fait par Stéphane et Olivier, Bruno, de R&D, plus R&D ONF, plus tout un tas d'autres personnes, Mhm. ont débouché quand même sur, enfin moi je la projette dans mes cours, à une carte des sols de Guyane, mais qui est ultra précis, enfin qui est quand même à un grain de dingue par rapport à ce qui peut exister, je pense, dans la littérature que vous avez bien dû creuser dans le projet là. Alors, est-ce que en fait cette carte est inutilisable, utilisable, va être publiée, ou où est-ce qu'on en est de cette carte parce que c'est quand même un bond en avant en termes Ah de oui, non, c'est clair. catégorisation Mais des moi, sols en Guyane. bah, on avait déjà parlé en plus avec Jean-Christophe une fois dans ton bureau. C'était
un article en cours. Après, je laisse Stéphane, Vincent, Olivier, Vincent Fréquent, Olivier se prononcer là-dessus parce que c'est pas mon travail. Effectivement, c'est une carte de prédictibilité. C'est une carte prédictive des sols, donc c'est du digital soil mapping, c'est-à-dire on prend plein de variables et on prédit nos sols par rapport à des variables que j'ai validées aussi sur le terrain, ou que j'ai calibrées d'abord et que j'ai validées après sur le terrain. Donc, effectivement, ça serait super d'avoir cette carte. Moi, la première fois que j'ai rencontré Olivier Bruno en 2017, il m'avait montré ça. Je dis, oui. Et bon, et donc, et du coup, en fait, c'est pas. Moi, mes dernières nouvelles, c'est toujours pas c'est toujours pas disponible. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut mettre à disposition. Mais je sais aussi qu'il y a un article de 2015 dont tu as connaissance aussi, qui est un peu bloqué, qui doit être resoumis et republié, qui avait été ils ont contraint il y a 10 ans maintenant. Enfin, voilà. Donc, et c'est ce travail-là, en Ouais, fait. c'était surtout lié aux estimations du carbone dans les sols avec un blocage par certains. Et je crois que c'est toujours bloqué d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti. Bah, ça n'a pas été republié encore. Je Ouais. sais que Vincent voulait le resoumettre dans le cadre du projet Metradica aussi, je Voilà, pense. tant mieux. Parce que, en fait, si Vincent, Vincent est toujours aux affaires, je sais que Stéphane, Guité et Olivier Bruno ne seront plus Non. capables d'avoir du temps pour faire ça. Donc, si il y a des gens qui veulent reprendre le flambeau avec Vincent, enfin, vous gênez pas, quoi. Parce que ça, c'est encore un truc qui va rester Bah, c'est rester dans dans les les cartons. tiroirs, quoi. Bah, Vincent m'en avait parlé justement. Il a beaucoup de ça à faire. Là, avec Vincent, d'ailleurs, on vient de soumettre hier un chapitre sur la géomorphologie de Guyane. Donc, on parlera un peu de ça aussi, de sol et tout, quoi. Donc, vous voyez, de géodiversité. Donc, voilà. Mais globalement, l'idée, c'est de continuer ce travail aussi, quoi, avec Vincent. Après, c'est lui qui décide, hein. C'est pas moi qui prend la décision. Donc, moi, je suis à disposition, si jamais, pourquoi. Ça dépend de mon pas du temps à l'IRT. Donc, voilà. Hein. Enfin, Ok. Donc, du coup, c'est quoi tes futurs alors là, du coup, dans le projet que j'avais. En fait, moi, je peux pas parler. Parle dans le micro, on t'entend pas. Pardon, désolé. Pardon, hein. Et, en fait, dans le cadre du projet Goyave, on avait, je suis copilote d'un des différents WP. D'ailleurs, c'est le Work Package qui est dédié à l'évaluation des services écosystémiques liés à la géodiversité en Guyane. Je sais que sur ce travail-là, je vais m'intéresser en particulier à trois savanes dont on a découvert les cartes les plus précises sur les sols de Guyane qu'on a, qui sont au 5 millième. Donc, c'est sur trois savanes entre Kourou et Cayenne. Mais ça, c'était un spoiler, je n'aurais même pas dû le dire. Et en fait, dans ce cadre-là, du coup, on a bloqué un budget avec le Bergem pour un contrat. Et donc, ça va être, quoi, ça va être je vais me auto-superviser au Bergem. Voilà, a priori. Mais j'ai rien signé, donc gardez ça pour vous. C'est secret. Ok, je vais éditer ça de la vidéo. J'espère que ça va se faire, mais en tout cas, ça devrait commencer la semaine prochaine, enfin le 3 février, a priori. Voilà. Ok. Et Et sinon, il y aura les- Automne, tu as sorti Ouais, ta dernière diapo, là tu parles d'un PEPR Sol. Nous, on a été un peu ouais, c'est contactés à ce celui-là dont je sujet. parlais. Ouais, est-ce qu'on a été un peu contacté à ce sujet? Il n'était pas sorti, il n'était pas enfin, t'as plus d'infos parce que là, tu l'as présenté comme étant acté. Et Tu le vois? Tu je vois vois la pas, je la slide ou vois. pas, hein? Non, non, je la Ah, parce vois que pas, c'est pas non. partagé. Non, mais c'est pas grave, c'était Ah. ta dernière slide sur le En PEP. fait, je pense qu'on avait déjà parlé avec Stéphane aussi, mais il y a très longtemps. Parce qu'en plus, tu sais, quand on faisait, et d'ailleurs, c'est prévu de refaire les concours hein, cette année, mais d'ailleurs, quand on faisait aussi les auditions blanches, on en parlait un petit peu. Mais globalement, en fait, c'est un PPR qui était monté par le CNRS et le BERGEM en 2000, il y a 2 ans. Et dans le cadre de ce projet, donc je ne sais plus combien c'était le budget du projet entier, mais il y a eu plein de projets chantiers, des chantiers ciblés. Et parmi ceux-là, il y en a un qui était proposé sur la Guyane, qui au début était très, très orienté mine, métallogénie, etc. Sauf que ça aurait été fait, en fait, ça aurait été la queue de plein d'autres projets qui s'intéressent à la métallogénie en Guyane, sur l'or, sur le cobalt, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de plus transversal et transdisciplinaire, aussi sur la base de ces activités donc, de recherche, ces regards géodiversité, services écosystémiques, approche participative, etc. On avait contacté Christophe Lepage aussi là-dessus parce que ces démarches sont assez intéressantes là-dessus. Et c'est un projet donc qui a été soumis il y a un an et qui était, ah oui, il a été acté, hein, le budget il a été acté et tout. Donc il y a 3 WP. Il y a une réunion du PEPR sous-sol bien commun, donc l'entier
le 15 janvier. Là, ils ont présenté un poster, si vous voulez, je peux vous montrer aussi là, hein, un poster avec les différents axes. Et c'est un projet donc qui démarre là en début 2025, il est déjà en démarrage. Ça, c'est le projet un peu. Il y a un WP1 sur la synthèse des données. D'ailleurs, les projets comme avec Gaël va rentrer un peu de façon complémentaire là-dedans aussi. Il y aura une partie 3 sur la question géodiversité qui ont écrit avec un tiret, je ne l'avais pas vu, et avec la question des usages, des services, etc. Et après, il y aura aussi un lot 3 sur la question des scénarios, d'aménagement, etc. Et après, il y a un lot 3 plus 1, enfin, plutôt un lot 0 ou 4, si on veut, enfin, ça dépend, qui vise plutôt à stabiliser justement tout ce qui va être produit à l'échelle du territoire. Par exemple, bah, il y avait longtemps, il y avait la question du musée, etc. Enfin, en tout cas, il y a une question de valoriser le patrimoine et le géopatrimoine de Guyane avec des actions concrètes qui vont rester sur le territoire, quoi. Mais en tout cas, le projet, il est acté. Enfin, D'accord, non, mais c'est moi qui ai fait une erreur en fait en remontant dans mes mails. C'est un PEPR en cours de montage, mais c'est Sol Vivant et c'est piloté par Jérôme Mathieu du CNRS. Et Ah, donc c'est pas la même chose. Je m'en excuse. ah non, pas de souci, ok. Parce que là, en ce moment, il y en a plein, et de PPR, de POPR. Il y a aussi le PPR Outre-mer qui va parler de ça, donc sur la Guyane aussi. Donc, il y a plein de trucs qui sont un peu complémentaires, quoi, parfois. Ah, oui. OK. Bon. Ah ben, merci beaucoup, Merci beaucoup. Automne. Merci, Ouais. ouais, merci Et Automne, c'était très Merci beaucoup. intéressant. petit applaudissement. Merci. Et, et comme toujours, je suis à la recherche des prochains présentateurs. Donc, si vous avez des choses à présenter, n'hésitez pas à me contacter.